bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Michael Nizard, directeur des gestions multi-assets et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour Michael. Bonjour Laurent. Alors, nous sommes ensemble forcément pour faire un point de marché après les mouvements très forts constatés sur les différentes places financières. Et c'est peut-être pas fini, hein. En tout cas c'est depuis mercredi dernier. C'est ce fameux jour de la libération qui peut sonner un peu comme un peu ironique par le président américain Donald Trump. Jour où il met en place des frais de douane additionnels à la quasi-totalité de ses partenaires commerciaux. Première question, on l'a vu depuis jeudi, vendredi, cette amplification lundi en début de semaine. Vous attendiez une réaction aussi forte des marchés après cette annonce ? Alors, on va dire qu'en fait, durant le premier trimestre, on avait déjà une approche qui était plutôt un peu plus défensive, en disant que finalement les marchés se montraient un peu complaisants par rapport à finalement toute la position et les mesures qui allaient être annoncées de Trump. On voyait effectivement sur le marché des changes, sur le marché des actions, sur le marché de la volatilité, il y avait plutôt une prise en compte très limitée, en fait très modérée. Ça n'a pas énormément bougé. Et on trouvait cela plutôt suspect. Donc on avait plutôt choisi d'avoir des actions protégées en portefeuille pour faire face notamment à des choses, à des chocs potentiellement soudains qui pouvaient survenir. Sauf que, effectivement, ce qui est en train de se passer, et notamment les annonces qui ont été mises en place par l'administration Trump, vont au-delà de tous les pronostics les plus pessimistes qu'on pouvait avoir ou que des observateurs pouvaient avoir. Parce qu'en fait, pour vous donner un chiffre, on passe en l'espace de quelques semaines, quelques jours, d'un tarif douanier mondial de l'ordre de 2,5% à 23% en moyenne, sans compter les pics qu'on peut voir notamment avec les Chinois sur certains biens. Et à l'heure actuelle, on serait sur un pic potentiel à 156%, puisqu'en fait, on va de rétorsion en rétorsion, et donc une escalade de plus en plus malsaine, je dirais. Donc voilà, prudence, mais effectivement une réaction incroyable. On va regarder les effets à court, moyen, long terme de cette guerre commerciale. En tout cas, quand on regarde sur le court terme, on voit bien les marchés des investisseurs qui sont un petit peu suspendus aux déclarations de la Maison-Blanche, qui guettent peut-être des signes d'accalmie ou en tout cas de début de négociation. Quand on est investisseur, quelle réaction il faut adopter à très court terme dans un marché qui est devenu comme ça extrêmement nerveux, extrêmement volatile? Alors c'est vrai qu'en fait on fait face à des mesures et à des annonces qui sont particulièrement délicates, parce qu'en fait, en termes de niveau de tarifs douaniers, on est sur des niveaux très élevés, ils sont cumulables et ils peuvent durer. Donc, on est dans un choc protectionniste qui effectivement peut faire penser à des périodes, notamment en fait il faut revenir à des périodes de début 1900 pour voir des tarifs douaniers aussi élevés, en tout cas dans ceux qui sont annoncés. Donc en fait tous les agents économiques aujourd'hui sont plutôt touchés, les consommateurs, un choc sur la confiance avec un risque sur la consommation domestique américaine qui contribue quand même à près des 2/3 de la richesse américaine. On a un choc de confiance et voire peut-être de production, notamment chez les entreprises, puisqu'en fait ils sont en train de reporter des décisions d'investissement. Donc tout ceci, c'est en train d'être anticipé par la bourse, par les bourses mondiales, et petit à petit, ça sera effectivement dans la réalité des chiffres économiques. Donc en fait, par rapport à votre question, Laurent, dans ces phases un petit peu de crise aiguë, l'idée c'est de revenir aux premières croyances, c'est-à-dire en fait où sont nos convictions les plus importantes en tant qu'investisseur particulier ou investisseur de fonds d'investissement. Ou professionnel, oui. D'investissement. Donc en fait, c'est revenir à une approche dite cœur. Généralement, effectivement, on a une approche cœur satellite. En fait, notamment dans nos portefeuilles, on va chercher vraiment à rester sur une durée d'investissement qui est finalement en ligne avec notre investissement, et surtout rester sur nos convictions les plus importantes. C'est-à-dire conserver surtout des investissements dits de qualité, ça c'est important, ne pas aller vers des titres hautement spéculatifs, et puis donner une préférence effectivement aussi à la visibilité, c'est-à-dire tous les titres ou tous les investissements qui peuvent vous procurer soit du portage, c'est-à-dire effectivement un niveau de rendement relativement élevé, et vous le savez que au bout de 6 mois, 1 an, vous aurez effectivement ces effets vertueux liés au portage de vos positions, ou de l'autre côté des titres qui peuvent être plutôt résilients, robustes, notamment dans leurs fondamentaux et leurs bilans. Eh bien, effectivement, ils sont malmenés aujourd'hui, mais très rapidement, ils devraient retrouver leur force de rappel. Et puis, je dirais, l'autre réflexe, peut-être en période de crise,
c'est de pouvoir aussi déléguer la gestion tactique, ne pas rentrer dans le brouhaha de la volatilité court terme et rester vraiment fidèle à, finalement, à notre cas d'investissement, c'est-à-dire sur quelle durée j'ai été effectivement conseillé ou j'ai mis en place et fondé mon cas d'investissement. Est-ce que c'est du 1 an, du 3 ans, et ne pas trop douter finalement des premières forces de rappel fondamentales qu'on s'était données. Et toute la partie tactique ou même spéculative, la laisser peut-être en délégation ou à d'autres. Je pense que c'est des mesures saines dans des périodes aussi compliquées. Bon, se recentrer sur le cœur de sa stratégie, on va se projeter un peu plus loin, à plus long terme. Bon, si ces droits de douane sont plus ou moins confirmés, on va voir ce qui se passe, on n'en sait rien, il faut le dire aujourd'hui. Quels effets, parce que c'est finalement ça la question, à attendre sur l'économie américaine. On entend beaucoup de choses. Jérôme Powell, le président de la Fed, il a parlé, il a quand même mis en garde contre un affaiblissement de la croissance. On n'y est pas encore, visiblement, on a une augmentation du risque, en tout cas de la probabilité de récession aux États-Unis, risque de regain d'inflation. On voit bien que l'indice de référence de la Banque centrale américaine, il est un petit peu plus haut en glissement annuel que ce qu'on attend. En même temps, s'il y a une récession, il y aura peut-être moins d'inflation. Enfin, on voit bien qu'on est un petit peu paumé. Vos projections à vous, Michael, sur ce que pourrait faire l'économie américaine, est-ce que ces perspectives de croissance sont amoindries ? Exactement, parce que en fait, c'est vrai que dans cette période de crise, le marché cherche à anticiper finalement la conjoncture économique mondiale ou américaine dans les 6 à 9 prochains mois. Donc en fait, il faut peut-être serrer, catégoriser les différents chocs. On a d'abord un choc sur les revenus. Les revenus parce que finalement le revenu des ménages, les marges des entreprises vont être finalement malmenées. Finalement le premier à payer finalement cette hausse des tarifs douaniers, ça va être le consommateur américain. On va aussi avoir la vraie question de savoir si le pricing power, c'est-à-dire est-ce que les entreprises vont pouvoir répercuter ces prix sur le consommateur. Partiellement oui, mais il y a une partie en fait qui vont devoir finalement garder pour eux-mêmes. Un petit peu, hein. Donald Trump lui-même dit effectivement qu'il est contre une répercussion finalement de la hausse des prix directement sur le consommateur. Sauf qu'on est dans une économie de marché libérale aux États-Unis, dite flexible, et donc une partie de ces hausses de taxes vont se voir directement sur le panier moyen du consommateur, et donc un pouvoir d'achat qui risque d'être rogné. À cela, effectivement, on va voir aussi des marges et des profits qui risquent d'être pincés par ces hausses de taxes. Puisqu'en fait, le pricing power ne sera peut-être pas aussi important que celui qu'on avait vu en 2021-2022 après le Covid. Donc, un choc de revenus lié à, en fait, à un choc caché, dit un choc fiscal. Ensuite, en fait, on a tout un choc sur les conditions financières. Les marchés actions qui baissent, les taux d'intérêt des entreprises les plus endettées ont tendance en fait à remonter, puisqu'en fait la marge de crédit est en train d'augmenter avec le risque de récession qui augmente. Et puis il y a aussi le troisième point, c'est un choc d'incertitude pour l'ensemble des agents économiques, ceux qui sont en mesure d'investir effectivement dans l'avenir. Donc il y a effectivement aujourd'hui des anticipations négatives qui peuvent à terme se voir dans la réalité économique. Donc je dirais que l'ensemble de ces trois chocs peut contribuer à avoir une baisse de la croissance de l'ordre de 1,5 à 2% pour l'économie américaine, sans compter qu'en fait on risque d'avoir dans le même un effet ciseau avec une remontée des anticipations d'inflation de l'ordre de 1,5% facilement. Aujourd'hui, on est sur un taux à peu près de 2,6% sur le corps PCE, donc c'est-à-dire l'inflation... où on enlève tous les éléments les plus volatiles. Les plus volatiles, exactement. On est sur 2,6. On risque d'avoir un corps PCE, donc un indice d'inflation qui risque de monter au-delà des 3, 3,5, qui serait problématique pour la conduite de la politique monétaire américaine. Donc, un effet ciseau, une baisse de la croissance anticipée de l'ordre de 1,5 à 2%, si vraiment on reste durablement sur ces niveaux de choc protectionniste, et en même temps une remontée des niveaux d'inflation. Donc un vrai dilemme pour les banques centrales. Et ça ne fait pas rêver, hein. Si on s'intéresse plus particulièrement aux entreprises, vous avez dit, on verra le pricing power, peut-être risque de pincer sur les marges. Qu'est-ce que ça nous dit là de la croissance bénéficiaire des entreprises américaines? On le sait, Michael, dans un marché qui a été tiré sur les dernières années par essentiellement justement la bourse américaine, les méga caps, notamment au niveau de la tech. Si les perspectives de bénéfices n'y sont plus, forcément, on va trouver que le marché, même s'il a corrigé, il est peut-être encore trop cher. Tout à fait. Il y a en fait, effectivement, c'est plus qu'un risque aujourd'hui, c'est que si effectivement il n'y avait pas d'atténuation de ces mesures protectionnistes par l'administration Trump,
dans ce cas-là, on pourrait avoir en fait un choc sur les capacités bénéficiaires des entreprises de l'ordre de 10, entre 8 et 15% aux États-Unis comme en Europe. Pour vous donner en fait juste un ordre de grandeur, on était sur une anticipation de bénéfices pour 2025 comme 2026 de l'ordre de 10 à 15%, notamment aux États-Unis, ce qui nous ferait revenir en fait sur des niveaux de 0 à 5% de hausse. C'est la même histoire. Hein. C'est plus du tout la même histoire. Alors ceci, c'est en plus sans compter le risque de récession. Si on avait une récession un peu plus forte et non pas une récession technique, effectivement, on pourrait avoir un durcissement finalement de ce choc sur les bénéfices. Néanmoins, on n'est pas particulièrement pessimiste parce qu'il y a quand même des facteurs de résilience très importants pour les entreprises et notamment déjà les entreprises leaders dans leur secteur d'activité, notamment les méga caps. Généralement, c'est des entreprises qui sont de très bonne qualité et qui ont effectivement des facteurs de résilience et des très bons fondamentaux. On l'a vu pendant la crise on se rappelle, hein. Pendant la crise Covid, on a eu un V, c'est-à-dire effectivement les marchés ont terriblement baissé parce qu'il a fallu anticiper. Il y a eu cet exercice d'anticipation de la conjoncture à 3, 6, 9 mois. Et puis ensuite, les entreprises, finalement, avec les meilleurs fondamentaux, de très bonne qualité, comme la tech, ont très rapidement retrouvé un chemin de hausse. Donc, on n'en est pas encore là, soyons pragmatiques, mais il y aura des opportunités. Bon, il y aura des opportunités. Actions, devises, taux, or, pétrole, bitcoin, c'est quoi cet inventaire à l'après-vert? C'est tout simplement que la politique de Donald Trump, elle a des impacts sur l'ensemble des classes d'actifs. Si je devais résumer, on a plutôt le dollar qui s'est affaibli, qui plutôt peut-être tendance à se stabiliser. L'or qui avait beaucoup monté, qui est plutôt en train de baisser, ça c'est peut-être une surprise. Le pétrole qui baisse très fort. Plusieurs questions en une, mais quelles conclusions on en tire au moment de composer ou recomposer son allocation? Alors, vous avez mentionné effectivement des actifs, certains d'ailleurs qui sont censés être très résilients, robustes comme l'or dans les périodes de géopolitique assez incertaines, dans les phases notamment de résurgence de l'inflation, l'or peut être aussi une très bonne alternative. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en fait des actifs comme le dollar, comme l'or, voire même le bitcoin, des actifs qui généralement se sont bien comportés, alors surtout les deux premiers dans les phases de crise, sont en train en fait de marquer le pas. Le dollar s'est stabilisé, on a fait un passage de 1,04 à 1,11. L'or a terriblement monté, puis là en fait depuis les quelques jours de choc, on a commencé à avoir une baisse. Pour nos auditeurs, ce qui va être très important de regarder pour voir s'il y a une suite dans cette chronique de crise sur les marchés financiers, c'est de regarder très près les paramètres de liquidité. C'est-à-dire que s'il y avait un risque d'assèchement de liquidité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas assez de dollars dans le système pour faire face aux besoins de liquidité, parce qu'il y aurait des ventes massives dans les fonds d'investissement, et donc effectivement il y a un phénomène un peu auto-réalisateur. Dans ce cas-là, les actifs les plus résilients peuvent commencer en fait à marquer le pas. D'accord. Donc attention, si le dollar continue de monter, si l'or continue de baisser, ça peut vouloir dire effectivement qu'on est dans une phase d'assèchement de liquidité qui peut durer peu de temps. Alors il nous semble qu'à un moment donné, il y aura une coordination des banques centrales pour justement abreuver et donc redonner de la liquidité au marché par des swaps de liquidité. On n'en est pas là, mais en tout cas, il y aura cette solution-là, mais ça sera intéressant pour nos auditeurs de regarder si, effectivement, ces paramètres de liquidité se détériorent. Pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose d'assez bénin. Le dollar stabilise, mais ne monte pas très fortement, et l'or ne corrige pas. On reste quand même sur des gains notables depuis le début de l'année. Mais ça sera un facteur à regarder. Facteur à regarder, Mickaël, Trump appelait à une baisse des taux de la Fed et Jerome Powell a dit pas tout de suite quand même. Il a été là aussi, il a voulu temporiser un petit peu. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'en termes de scénario, on est en train de... Enfin, je pense que l'administration Trump, elle a quand même un plan qu'on ne connaît pas, mais ce qu'elle voudrait absolument éviter, c'est l'isolationnisme américain. D'un point de vue économique, parce qu'à force de couper toutes les branches avec ses partenaires commerciaux, à remonter très fortement les taxes, d'abord c'est très humiliant pour les partenaires, mais surtout c'est que ça peut isoler les États-Unis. Donc en fait, une des manières de limiter cet isolationnisme, c'est peut-être dans les prochaines semaines, prochains jours, c'est d'atténuer
finalement cette position et ces effets d'annonce qui ont été très importants, de l'atténuer en reconnaissant qu'il y a déjà des velléités de leurs partenaires pour négocier avec effectivement des deals qui pourraient survenir. Donc ça pourrait être un événement plutôt positif, c'est-à-dire de voir une atténuation finalement de ces mesures par l'administration de Trump pour éviter l'isolationnisme. Donc ça fait partie de nos scénarios, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des scénarios négatifs, en tout cas dans notre jeu de... Exactement. Donc l'un des scénarios, effectivement, et pas le moins... en tout cas, c'est tout à fait probable, c'est que l'administration Trump décide avec la Chine ou sans la Chine de pouvoir concéder certaines négociations parce que M. Bessent, tout récemment, a déclaré qu'il y avait déjà des deals qui étaient en train de se former. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait un moment européen, depuis le début de l'année, les indices européens, notamment portés par les valeurs de la défense, il faut le dire, et aussi par, enfin, l'annonce d'un plan budgétaire allemand d'ampleur, ce qui ne s'était pas vu depuis très longtemps. Oui. Patatras, depuis une semaine, les indices européens, eux aussi, sont dans le rouge. Est-ce que pour vous, c'était finalement, voilà, un feu de paille, ou est-ce que, là aussi, une fois que la poussière sera un peu retombée, ça a changé la donne, et la volonté de l'Europe de se prendre en main va se traduire également sur les marchés financiers? Alors, effectivement, si on regarde juste avant les annonces de Trump, ce qui est très marquant en ce début d'année, c'est le changement de leadership. Aujourd'hui, l'Allemagne se donne les capacités finalement de repartir à l'attaque en revenant finalement la locomotive de l'Europe, celle qu'on a connue notamment dans les années 2008-2015. Et donc, effectivement, avec ce nouveau gouvernement, on a ce sentiment qu'en fait, on a un autre moment très important, c'est d'avoir un pacte budgétaire qui soit différent en tout cas qui soit un peu plus expansionniste et qui permette effectivement à l'ensemble de l'Europe de pouvoir se donner des marges de manœuvre, soit pour en réactif finalement à des mesures externes comme le protectionnisme, mais aussi de manière plus offensive et proactive pour se doter d'un espace aussi de défense européenne qui soit crédible. Et donc dans ces deux schémas-là, on est en train de voir en fait qu'il y a des marges de manœuvre pour l'Europe qui étaient qui sont totalement inédites. Donc c'est effectivement un point intéressant d'un point de vue croissance potentielle. La croissance potentielle, en tout cas, on devrait avoir une meilleure résilience aux chocs externes de l'Europe, mais ne nous mentons pas. S'il y a une récession américaine, si on a toujours besoin de nos partenaires, et notamment du consommateur américain, pour que l'Europe continue de croître, parce qu'en fait, on a des valeurs exportatrices. Néanmoins, je pense qu'il n'y a pas d'effet de mode dans cette vague boursière, sur notamment toute la partie complexe militaire, armement. C'est effectivement... alors, au-delà de cela, moi je pense qu'en fait, il y a clairement cette thématique de la résilience économique qui est en train de se mettre en place et qui, alors notamment, ça passera par la cybersécurité, mais aussi par toute la partie défense européenne. Et donc, on a effectivement des valeurs et des titres qui devraient effectivement surperformer dans les prochaines années. Bon, le professionnel de la gestion expérimentée que vous êtes, c'est pas sa première crise, mais vous le savez, à chaque fois qu'il y a une crise comme ça, c'est des moments aussi de stress pour les investisseurs particuliers, qu'ils soient d'ailleurs investisseurs actifs, donc qui connaissent quand même bien les marchés, ou, et là c'est plus compliqué, indirectement exposés à la bourse via certains de leurs produits. Quels conseils on peut leur donner, quelle vision on peut leur donner sur ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui? Oui. Effectivement, ça fait plus de 30 ans que, comme d'ailleurs beaucoup d'investisseurs de chez vous, on regarde ces marchés, on observe les marchés. L'un des conseils que j'ai envie de leur donner, c'est effectivement d'avoir, pour lisser ces phases d'espoir ou de doute, et notamment de volatilité, c'est d'avoir des achats programmés. Donc, c'est-à-dire de pouvoir lisser finalement ces investissements et se détacher finalement des conditions de marché plus ou moins bonnes, c'est d'avoir effectivement un programme auquel en fait on va se tenir pour avoir des achats programmés sur la bourse, parce que c'est peut-être le meilleur, en tout cas ça a été prouvé, c'est la meilleure manière de pouvoir construire finalement son futur pour préparer sa retraite, c'est d'avoir effectivement une allocation régulière, disciplinée tout au long de l'année. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement de pouvoir diversifier ses placements
avec effectivement une hiérarchie entre du défensif et de l'offensif, et éviter finalement les coups d'éclat. Parce que oui, on peut avoir des coups d'éclat, mais on le sait bien, la bourse dans un marché toujours des surprises. C'est tentant en plus, hein, Michael. Tout à fait. Alors il y aura des opportunités, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se laisser des marges de manœuvre pour pouvoir avoir toujours une poche pour pouvoir justement investir quand il y a des opportunités. Mais de pouvoir au départ, bien calibrer son risque et de pouvoir garder finalement sur un temps suffisamment long ses investissements. Bon, voilà, pour ces conseils et cette explication, ce point de situation très complet sur la situation actuelle des marchés. Merci beaucoup, Michael. Merci Laurent, bonne journée. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.